Pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai gardé ouvert dans ma tête le thème que j'allais vous proposer jusqu'à ce que mon actualité personnelle de la semaine dernière me fournisse l'occasion du sujet. La semaine dernière, je me trouvais à Londres. C'était pour moi la première visite à la personnalité qui incarne, représente un de mes engagements du moment, un des dossiers qui m'ont occupé sur les 3 dernières années. Il s'appelle Julian Assange. Et pour moi, c'est une première, la première fois dans ma vie que je rendais visite à quelqu'un qui compte pour moi en prison. Pas la première fois en prison, puisque ça m'est arrivé dans le temps de faire des conférences publiques, d'y passer en tant que député, mais la première fois que j'allais à titre personnel rencontrer quelqu'un avec qui il y avait une relation personnelle. Et donc, je vais vous parler de prison. L'actualité aujourd'hui est sinistre. Je me suis dit que c'était bien d'en rajouter encore une couche. Et donc, chers amis, le thème d'aujourd'hui, ce sera les prisons. Alors d'abord, comment ça se passe quand vous rendez visite à Julian Assange à la prison de Belmarsh? Un lieu extraordinaire, une prison de haute sécurité, prison de type A britannique, il en existe 10 sur le sol britannique, c'est réservé aux prisonniers les plus graves, les plus dangereux. Même Radovan Karadzic, qui a été condamné pour crimes contre l'humanité et génocide, est lui enfermé dans une prison de catégorie B. Julian Assange a droit à une prison encore plus sûre. C'est une prison surpeuplée comme toutes les prisons dans les pays qui nous intéressent aujourd'hui, comme en France d'ailleurs, où on a un taux de remplissage des prisons qui dépasse les 140%. Donc vous faites votre demande auprès de l'administration pénitentiaire à Belmarsh. Belmarsh, oui, je dois ajouter encore, c'était l'endroit c'était à cet endroit-là qu'étaient fabriquées les munitions qui gardaient l'ordre et semaient la terreur dans tout l'Empire britannique. C'est juste à côté d'un entrepôt historique de données confidentielles défense sensibles. Et donc c'était l'endroit rêvé pour emprisonner un militant pacifiste qui s'est levé contre le secret défense. Dans ce symbole de l'emprisonnement à Belmarsh, on n'aurait pas pu rêver mieux si on avait été un romancier chargé de deviner où est-ce qu'on allait emprisonner le journaliste Assange. Je dis bien journaliste parce que ce pourquoi il est accusé, c'est bien d'avoir publié des informations qui sont tout avérées vraies à travers Wikileaks. S'il est aujourd'hui menacé en prison, c'est sans avoir jamais été condamné pour quoi que ce soit, mais uniquement parce que les États-Unis souhaitent qu'il soit maintenu au secret jusqu'à ce qu'aboutisse leur dossier, leur demande d'extradition, où ils lui concoctent un procès aux petits oignons, puisque l'acte d'accusation porté par l'administration Biden lui propose 175 ans de prison. Que cela soit très clair, c'est un message solennel adressé par les États-Unis au monde entier. Si vous publiez des informations qui nous dérangent et qui attentent à notre secret, où que vous soyez, qui que vous soyez dans le monde, quelle que soit votre nationalité, vous soyez australien ou français ou qui que ce soit, où que soit votre pays d'exercice, nous avons le droit de vous poursuivre en vertu de l'Espionnage Act, qui a un siècle et quelque chose comme ça, mais dont on va récupérer tous les tiroirs et sous-tiroirs pour vous attaquer. Julian Assange est aujourd'hui le journaliste le plus décoré du XXIe siècle. À peu près toutes les associations de journalisme dans le monde ou les associations qui militent pour les droits humains lui ont attribué des prix. Évidemment, il ne va pas les chercher. C'est sa femme qui s'occupe comme elle peut, se débrouille pour aller les chercher ici et là, faisant garder ses enfants par des militants et ainsi de suite. Et Julian Assange est aujourd'hui traité purement et simplement comme un terroriste. Dans une prison 2 mètres sur 3 où il est à l'isolement 23 heures sur 24. Avec la possibilité 2 ou 3 fois par semaine d'avoir, en moyenne 2 fois par semaine, d'avoir un visiteur pour 1h30. Et ce jour-là, c'était moi, le visiteur, à l'entrée à la prison de Belmarsh. Il faut s'enregistrer plusieurs mois à l'avance auprès de l'administration pénitentiaire, bien sûr. Quand je suis arrivé, j'ai montré mon identité, le passeport, la preuve de résidence. J'ai été examiné, tamponné à l'encre invisible. Le guichet a tout de suite refusé le livre que j'avais apporté pour Julian Assange en disant qu'il avait déjà plus que le quota attribué, d'où il y a cette notion intéressante qu'un prisonnier qui lit trop de livres est un danger supplémentaire pour la société.
On vous signifie que vous avez le droit de garder uniquement la petite pancarte qui décline votre identité et votre numéro, je ne sais pas, 47 740 ou qui c'est quoi. Et puis un papier administratif qui donne l'autorisation. Tout le reste, vous le mettez dans le casier, que ce soit les portefeuilles, les téléphones, les papiers. Vous n'avez pas le droit au stylo, bien sûr, vous n'avez pas le droit au carnet, vous n'avez pas le droit aux journaux, vous avez le droit juste à cet élément, la petite pancarte qui indique, et puis vous avez droit à 25 livres en liquide pour acheter des menus consommation pendant le temps de la parole. Vous passez une barrière, 2 barrières, 3 barrières, 4 barrières, 5 barrières, des endroits avec des murs. Vous avez une fouille type aéroport avec un portique, vous avez une fouille au corps avec une palpation bien poussée. On vérifie que vous n'avez rien sous la langue, rien dans les oreilles. On vous fouille au chien, il y a le chien qui vient sur vous, qui se répand sur vous et tout ça, vous vérifiez que vous n'avez pas de drogue et tout ça. Et puis après toutes ces étapes franchies, vous arrivez au parloir, on vous attribue la place, vous êtes une dizaine de visiteurs, il y a une cinquantaine de tables, on dit voilà, ce sera la table C1. Et pendant l'heure qui suit, l'heure et demie qui suit, vous allez être le lien du prisonnier avec le monde extérieur et son seul lien avec le monde extérieur, l'humanité. Et évidemment, la conversation est probablement enregistrée discrètement, mais en tout cas, vous faites comme si. Et donc, pendant cette heure et demie, c'était la conversation. Une première pour moi, parce que Julian Assange, depuis que j'ai rencontré sa femme, à l'époque c'était sa compagne, Stella Maurice, maintenant Stella Assange, en 2020, j'étais l'un des députés avec François Ruffin qui ont vraiment œuvré pour que ce soit débattu en hémicycle. On a été, l'un de nos faits d'armes, ça a été de réussir, Ruffin, moi et de Temerman, à inscrire le sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en profitant des niches, etc. Et de faire en sorte que tous les groupes parlementaires français, tous sans exception, s'expriment pour dire que le sort qui lui était réservé était indigne d'une démocratie. Démocratie constitutionnelle, démocratie occidentale, avec tout le corpus de règles dont la Grande-Bretagne est si fière et que pourtant elle a trahi. Et nous avons, donc j'ai beaucoup fréquenté ces 3 dernières années, sa femme, je connais ses enfants, je connais son père, mais c'était la première fois que je le rencontrais physiquement. Et c'était quelque chose, c'est quelque chose d'émotif. Et ça a été une conversation pendant 1 heure et demie. Et une conversation dans laquelle j'ai pu voir que Assange, d'abord, évidemment diminué physiquement avec son embonpoint, avec sa difficulté à faire des choses simples, ne serait-ce qu'éplucher la banane que je lui avais achetée, évidemment était diminué physiquement, pas intellectuellement. Les livres sont ses meilleurs amis au sein de la prison, à tel point qu'il a enlevé son lit pour ne garder qu'un petit matelas genre yoga pour faire plus de place pour empiler les piles de livres qui lui servent de seul compagnon maintenant. Ça a été une conversation entre personnes qui ont baigné dans le même bain. Julien est un geek, enfin le même genre de culture geek dans laquelle j'ai baigné. On a parlé de Shannon, on a parlé de Turing, on a parlé de Hardy, on a parlé des physiciens. Il sait ce que c'est Boltzmann, il sait ce que c'est le genre d'équation. Quand il parle de mon livre, il dit bien c'est l'équation de Vlasov et pas comme le croient la plupart des gens qui l'ont lu superficiellement l'équation de Boltzmann parce que j'en parle au début. Il vous parle de relativité, de la réflexion sur la relativité restreinte comme de quelque chose qui a été important pour lui à une époque où il était sans livre et isolé en cellule avec un serial killer auquel il voulait pas faire la conversation et ayant pour seul recours pour pas devenir fou que de réfléchir à son cursus de physique et de géométrie, celui qu'il a suivi quand il était étudiant en physique en Australie. Et donc on a parlé de tout ce genre de choses. On a parlé de politique, on a parlé d'auteurs, de romans. Les auteurs que Julian a une érudition qui m'a surpris à plus d'un titre. Quand je lui ai parlé de l'île de Wight où j'avais été, il a tout de suite parlé de la prison qui s'y trouvait, tel prisonnier qui était enfermé. Quand on a parlé de Dostoïevski, il m'a parlé de les écrits de Dostoïevski avec les petits chapelets qu'il avait constitués comme moyen mnémotechnique pour mémoriser les livres qu'il écrivait dans sa tête en vers. Et il avait lu Dostoïevski dans le texte, il m'a dit c'est très important que tu lises Le Premier Cercle, etc. Il avait lu Gramsci, il a lu les auteurs mathématiciens dont je parlais, les romanciers qu'on peut avoir en commun comme dans nos goûts, comme Neil Gaiman et d'autres. Et donc ça a été avant tout une conversation, quelque chose qui est presque aussi important à apporter à une personne qui est en difficulté, presque aussi important à apporter pour survivre que de l'eau potable ou de l'espoir, qui s'appelle juste de la conversation. Et ça a été quelque chose vraiment comme rendre visite à un ami qui est dans une grande difficulté. Instructif aussi sur la façon dont Assange voit lui-même son rôle
comme quelqu'un qui n'a pas de consigne à donner, pas de prescription politique, mais quelqu'un qui, par sa culture geek et par le fait qu'il était capable de penser à l'information, au problème de la société en termes d'information et de structure, a théorisé qu'il fallait, pour donner plus de droits aux citoyens, un moyen de donner plus d'obligations de transparence aux puissants et plus de droits à la vie privée aux simples citoyens. Donc une réflexion sur le rôle du cryptage, sur le rôle des révélations, qui fait que Julian Assange est aujourd'hui, quand on regarde par exemple conférence célèbre d'un célèbre cryptographe comme Philip Rogoway, mentionné aux côtés d'autres acteurs comme les cypherpunks, comme l'un de ceux qui ont fait évoluer le débat au cours des dernières décennies au niveau mondial sur la cryptographie, dans un article conférence visionnaire qui s'appelle la morale de la cryptographie. Et puis, ça a été l'occasion d'évoquer le rôle aussi des enjeux journalistiques d'aujourd'hui avec la combinaison de technologies et d'enjeux politiques. Alors, je ne voulais surtout pas s'engager sur les enjeux politiques et déontologie journalistique, disant ma contribution, c'est celle d'un geek qui est arrivé par la façon qu'il avait de penser là-dedans à donner de nouvelles possibilités au système. Et à vous de vous en emparer. Quand on s'est quitté au bout de l'heure et demie, ça a été le moment de faire le récapitulatif. Julian a insisté sur le fait qu'il fallait que je relise tel livre de Gramsci, que je lise tel livre de Solzhenitsyn, que c'était important pour la suite. Il y a une communauté extrêmement dévouée, petite, qui s'est rétrécie largement au cours des années, au fur et à mesure que le débat devenait confus, au fur et à mesure qu'il y avait les écrans de fumée levés par ses ennemis, au fur et à mesure qu'il y avait ces années en réclusion à l'ambassade d'Équateur, dans laquelle son comportement pouvait apparaître difficile à lire, mais une communauté extrêmement dévouée. La petite vidéo que j'ai tournée dans la foulée à la sortie de la prison de Belmarsh, avec un militant qui était là pour la capter, elle a été en quelques jours vue au total quelque chose comme 500 000 fois. Et ça a été l'occasion de voir que c'est un sujet qui interroge notre société. Avant-hier, quand j'étais dans le train pour aller de Bretagne à Paris, au cours d'une série de déplacements ici et là, je me suis assis, un voisin juste à côté est venu me dire ce que vous faites pour Julian Assange, ce que vous dites, c'est capital, c'est le mot qu'il a employé. Alors, c'est l'occasion de vous parler, premièrement, de combien dans ce dossier sur les questions de fuite organisée d'informations, le dossier de la prison revient de façon emblématique. Ces individus, et en particulier au-delà d'Assange, les deux lanceurs d'alerte que sont Snowden et Manning, ont eu à faire face à ces menaces de prison extraordinaires. Alors, certainement vu ou potassé le dossier Snowden, ou si vous avez vu Citizen4, vous voyez bien que quand Snowden fait les révélations et se décide à lancer, à dire à la face du monde que la NSA surveille des millions de citoyens à travers le monde, sans aucun mandat, sans aucune justification, pour le simple fait qu'ils sont des suspects potentiels et qu'ils font tout collecter, ils pensent très clairement que le probable, c'est qu'ils prennent une balle dans la tête. Et puis, il y va quand même. Il se lance là-dedans. Il échappe dans des conditions rocambolesques à la poursuite des États-Unis. Wikileaks et Assange ont facilité l'évasion, et c'est l'une des raisons certainement pour lesquelles les États-Unis tiennent autant à faire un exemple autour de Julian Assange. Snowden se retrouve en Russie. Les États-Unis, et c'est un haut fonctionnaire des États-Unis qui l'a rendu public, s'arrangent pour que Snowden ne puisse pas s'échapper de Russie, et bien sûr font courir ensuite le bruit que c'était évidemment un agent russe, ça fait partie du jeu. Et Snowden se retrouve en exil forcé. C'est pas la prison, c'est l'exil forcé. Quant à Manning, elle a été condamnée pour les révélations qu'elle a faites sur les crimes de guerre des États-Unis, des armées américaines en Afghanistan, alors que les personnes dont elle a révélé les méfaits n'ont jamais été condamnées à quoi que ce soit. Elle a été condamnée à 35 ans de prison. 35 ans. L'administration américaine a fait du chantage sur elle en disant si tu charges Julian Assange, on te fera un aménagement de peine. Elle a refusé en disant je préférerais mourir de faim, a finalement été gracié par Obama au dernier jour de son mandat. Mais c'est quelqu'un qui a fait face finalement à la prison aussi, et la prison est de façon emblématique brandie dans ce dossier face à des personnes qui sont engagées au nom de la liberté. Alors, on va faire quelques remarques que ça m'inspire, ça permettra de nourrir le débat. Première remarque, la prison est dans l'air du temps.
La dernière prix Nobel de la paix, Mohamed El Narges, a reçu son prix Nobel alors qu'elle était en prison, alors qu'il est en grève de la faim, et avec toutes sortes de débats par rapport à ses conditions de détention. Mais de façon générale, c'est dans l'air du temps, il y a plus de prisonniers aujourd'hui dans le monde qu'il n'y en a jamais eu. 11 millions, nous dit l'Observatoire des prisons, avec certains chiffres qui ne sont pas faciles à avoir. Les premiers contributeurs à ce contingent, cette population aussi grande qu'un pays de prisonniers sont la Chine et les États-Unis, les deux grandes superpuissances économico-politiques du moment. C'est quelque chose qui interroge aussi. L'actualité a été pleine au cours des dernières années des agissements dans les prisons algériennes, turques, russes, syriennes et ainsi de suite. En France aussi, nous sommes sur un record historique. L'augmentation est continue. La Cour des comptes vient de rendre un rapport dont le titre est Surpopulation carcérale persistante, insistant sur le fait que les mesures prises au cours des dernières années pour réduire la population carcérale n'ont pas obtenu les effets escomptés, sur le fait que le taux de population est de l'ordre de plus de 140%, sur le fait qu'il y a un besoin criant de soutien psychologique en prison, et sur le fait que c'est un enjeu démocratique, social, politique aussi extrêmement important. Ne donnant pas de consignes ou de remarques particulières sur les orientations que pourraient prendre les politiques pour s'en saisir, mais sommant les politiques de débattre du sujet et d'en reparler. Ce qui me mène à ma seconde remarque. La prison, c'est un milieu que nous devons, les uns les autres, connaître, pratiquer, en se souvenant que les prisonniers font partie de la République, de la démocratie, que le sujet du soutien en prison, le sujet des cours en prison, le sujet des conférences en prison, le sujet des reportages en prison, tout ça, ce sont des sujets importants. Et que tout ce monde très particulier avec ses ambiances qui peuvent varier considérablement d'une prison à une autre, selon la façon dont c'est organisé spatialement, selon la façon dont il y a les prisonniers pour des courtes peines ou longues peines, prison de femmes ou prison d'hommes, selon le fait que ce sont des établissements pénitentiaires de petite ampleur, de grande ampleur, etc. Ce sont des milieux qui demandent que le politique s'en empare. Sujet à coup sûr beaucoup plus important que le énième débat sur l'immigration qui va venir encore et encore et encore. Troisième remarque, le monde dans lequel nous vivons est un monde, il y a plus de prisonniers que jamais, mais pour le vivant en général, c'est un monde de prison comme le monde n'en a jamais vu. Et je parle ici de tous les animaux, de tous les mammifères, tous les animaux sentients, sensibles qui sont emprisonnés pour la commodité humaine. D'abord, une petite remarque, statistique parmi les plus éclairantes par rapport à l'état du monde vivant dans lequel nous sommes. Quand vous regardez la masse de tous les vertébrés qui vivent sur Terre, la masse, on les compte en comptant que les souris elles pèsent tant, les humains ils pèsent tant, ainsi de suite, et qu'on fait le bilan et on se demande c'est quoi comment ça se répartit. On s'aperçoit que les humains c'est une portion considérable, les animaux domestiques c'est une proportion considérable aussi, mais le très gros c'est le bétail, les animaux d'élevage, c'est le très gros. Et le très petit sont les animaux sauvages. Tous les animaux sauvages, les varans, les cerfs, les crocodiles, tout ce que vous voulez, tous les animaux qui peuplent les histoires de nos enfants, qui peuplent les dessins de la grotte de Lascaux, de la grotte de Chauvet, tout ce qui met la plus grande poésie dans le monde qu'on puisse imaginer, les dessins animés, les bandes dessinées et tout, ça représente 4% de la biomasse des vertébrés sur Terre. Et tout le reste, c'est quelque chose que l'humain s'est approprié, soit soi-même, soit pour sa commodité, ou pour nourrir l'extraordinaire chaîne alimentaire à fabriquer de la malnutrition, de la malbouffe et de la souffrance animale. Rien qu'en France, 1 milliard d'animaux sont tués par an pour la consommation bouchère. Alors il y a régulièrement des débats sur les conditions de mise à mort, mais je voudrais insister davantage sur la question de la prison. 80% parmi ce milliard ont vécu en cage toute leur vie. Donc c'est genre, vous savez faire des maths, genre 800 millions d'animaux par an qui ont passé toute leur existence en cage. Ça veut dire quoi en cage ? La norme pour les poulets, c'est 22 poulets du mètre carré. Vous voyez le mètre carré ? Vous mettez 22 poulets là-dedans et c'est toute leur vie. Et 6 semaines de leur misérable vie pendant laquelle leur alimentation, leur façon de pouvoir se mouvoir et tout ça sont réduits à si peu. Pour un cochon, la norme européenne, c'est 1 mètre carré. 1 mètre carré pour un cochon, dont les aptitudes, j'allais dire intellectuelles, mais en tout cas sensibles, cognitives et autres, sont en gros celles du chien, ni plus ni moins. Imaginez votre chien,
pour ceux qui en ont, vivant toute sa vie dans 1 mètre carré et qu'on considère ça comme quelque chose de normal et qui en est comme ça tant et tant des millions. En France, en Europe. Par rapport à l'Europe, comment se classe la France? Par rapport à ce genre d'indicateur, population des animaux d'élevage qui se retrouvent en prison, c'est le 18e pays au sein de l'Union européenne. Évidemment, si on compare au monde, sur l'ensemble du monde, c'est pire. On regarde les poulets brésiliens ou les cochons entassés dans les tours chinoises, c'est quelque chose de phénoménal. On ne sait pas, personne ne sait quel est le nombre, si on voulait faire une estimation au niveau mondial. Alors, je vais terminer cette litanie de remarques qui peuvent être assez sombres par quelque chose qui va être le petit éclair dans la noirceur, et ce sont des épisodes célèbres dans notre histoire culturelle liés aux sciences et aux intellectuels, dans lesquels vous avez des gens qui en prison se retrouvent à résister à leurs conditions et parfois faire de grandes choses. Le mathématicien Jean Leray, prisonnier de guerre, qui pendant la guerre se lance décide de cacher aux Allemands qu'il est spécialiste de mathématiques appliquées, de peur qu'il soit utilisé pour faire des applications et participer à l'effort de guerre, et qui se lance dans des travaux de géométrie algébrique qui plus tard seront considérés comme novateurs et lanceront de nouvelles pistes de recherche mathématique. C'est Raspail, le Raspail du boulevard Raspail, juste à côté, Jean Raspail, chimiste au parcours considérable, qui était un révolutionnaire contestataire d'extrême gauche considérable aussi, qui s'est retrouvé bien des fois en prison. Pour l'anecdote, le jour où il a été à la fin de sa vie élu député et où il se retrouve encadré de gendarmes, il dit « Ah, c'est bien la première fois que je suis entre des gendarmes, mais que c'est pas pour me mettre en prison ». Et pendant l'un de ses séjours en prison, il a consacré ces 2 années à écrire un de ses ouvrages, Nouveau système de botanique, qui a été l'un des ouvrages importants de sa carrière. De façon bien plus ambiguë, le terroriste américain Unabomber, alias Ted Kaczynski, qui était un intellectuel radical dans sa contestation technologique, très influencé par Jacques Ellul, a passé sa prison à écrire certains de ses grands manifestes qui aujourd'hui circulent à travers le monde et ont été des textes tachés de sang, bien évidemment, participant aussi à cette réflexion et à ce débat de la façon la plus violente qui soit contre la société technologique. Je vous parlais de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, c'est l'exemple sans doute le plus abouti, le plus incroyable d'un humain qui, avec ses capacités cognitives extraordinaires, géniales, et son courage juste inouï, parvient à composer certains de ses plus grands chefs-d'œuvre dans la prison. Certains, comme un ami d'amis, survivent en écrivant des poèmes dans leur tête. Je vais terminer en évoquant une personnalité politique très inspirante, Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg, théoricienne du marxisme, un marxisme vraiment pur, chimiquement pur, héritière de Marx, refusant toutes les compromissions. Parmi les grands débats qu'il y avait à l'époque, c'était elle qui refusait, qui considérait Jaurès ou Bernstein, le fondateur de la social-démocratie, comme des traîtres aux idéaux de Marx, et qui était une intellectuelle extrêmement construite, une élève extraordinairement brillante, une polyglotte, capable, pour vous parler de rigueur intellectuelle, dans l'un des congrès, connaissant parfaitement le français, elle traduisait en direct, en traduction simultanée, le discours de Jaurès, fidèlement, tout en sachant que Jaurès, à cette époque-là, était en train de l'attaquer, elle. Bon, c'était le genre de personnage qui était Rosa Luxemburg. Elle a été, après la guerre, assassinée par les sociodémocrates, les socialistes de l'époque, dans une de ces incarnations tellement visibles de ces débats classiques entre partis de gauche, qui parfois allaient jusqu'à l'élimination physique à l'époque. Et les lettres de prison de Rosa Luxemburg, qui ont été éditées dans un petit ouvrage, sont extrêmement inspirantes, extrêmement sensibles. La petite lettre que je vais vous lire, la lettre de Rosa Luxemburg à son amie Sonia Liebknecht, en décembre 1917, elle était emprisonnée pendant la guerre, pour ses prises de position pacifistes en particulier, est un texte connu aussi dans le milieu et dans la réflexion sur la cause animale par l'empathie que Rosa Luxemburg y manifeste par rapport au monde animal. Voici ce qu'elle nous dit. Ma petite Sonia, j'ai éprouvé ici une profonde douleur. Donc la lettre a été rédigée en prison. Dans la cour où je vais me promener, il y a souvent des charrettes militaires qui arrivent chargées de sacs ou de vieilles capotes de soldats avec des chemises souvent souillées de sang. On les décharge pour les répartir dans les cellules où elles sont rapiécées avant d'être à nouveau chargées et renvoyées à l'armée. Il y a quelque temps, l'une de ces charrettes est arrivée, mais au lieu d'être tirée par des chevaux, elle était tirée par des buffles.
C'était la première fois que je voyais ces animaux de près. Ils sont plus robustes et plus massifs que nos bœufs. Ils ont le crâne aplati et des cornes orientées vers l'arrière, une tête qui ressemble un peu à celle des moutons de chez nous, tout noir avec des grands yeux doux. Ils viennent de Roumanie, ce sont des trophées de guerre. Les soldats qui conduisent les voitures disent qu'il est très difficile de capturer ces animaux sauvages et encore plus de les utiliser à des travaux de trait tant ils sont habitués à la liberté. On les frappe de façon terrible avant que le dicton vae victis puisse aussi leur être appliqué. Rien qu'à Breslau, il y a une centaine de ces bêtes. En plus, elles qui sont habituées aux grasses prairies roumaines ne reçoivent qu'une maigre et misérable nourriture. On les exploite sans vergogne, elles tirent n'importe quelle charge et succombent souvent à ces travaux. Il y a quelques jours donc est arrivée une de ces charrettes, si lourdement chargée que les buffles n'arrivaient pas à lui faire passer le seuil de la cour. Le soldat qui les conduisait, un type brutal, s'est mis à les frapper avec le gros manche de son fouet, tant et si bien que la surveillante s'en est mêlée, indignée, et lui a demandé s'il n'avait donc aucune pitié de ces bêtes. « Personne n'a pitié de nous, les humains », a-t-il répondu avec un mauvais sourire. Et il s'est mis à frapper de plus belle. Les bêtes finirent par faire passer la charrette, mais l'une d'elles saignait. La petite Sonia, la peau de buffle est réputée pour être épaisse et dure, or là, elle était toute lacérée. Les animaux ne bougeaient plus pendant qu'on les déchargeait, épuisés. Et celui qui saignait avait le regard fixe, avec une telle expression sur le visage et des yeux noirs et doux comme ceux d'un enfant qui vient de pleurer. C'était vraiment l'impression d'un enfant qui a été sévèrement châtié et qui ne sait pas pourquoi, qui ne sait pas comment échapper à ce tourment et à la violence brutale. J'étais là debout et l'animal m'a regardé et j'ai senti les larmes couler sur mon visage. C'était ses larmes. Et l'on ne peut frémir avec plus de douleur pour ce frère chéri que je n'ai frémi dans mon impuissance à soulager son tourment muet. Comme elles étaient loin, les vertes prairies de Roumanie et son air de liberté. Comme le soleil était différent là-bas, comme le vent était différent, comme les beaux chants d'oiseaux étaient différents et l'appel mélodieux des bergers. Alors qu'ici, cette ville étrangère, effrayante, les tables qui empestent, le foin avarié à en donner des hauts le cœur, mélangé à de la paille pourrie, et tous ces gens inconnus, terribles, et les coups, le sang coulant des blessures. Oh mon pauvre buffle, mon pauvre frère chéri, nous sommes là si impuissants tous les deux, hébétés, réunis par la douleur dans l'impuissance et le désir. Entre-temps, les prisonniers s'affairaient autour de la charrette, déchargeant les lourds ballots avant de les emmener à l'intérieur. Quant au soldat, il arpentait la cour à grands pas, les deux mains dans les poches, souriant et sifflotant un air à la mode. Et j'ai revu alors toute la magnifique guerre défiler devant moi. Ma petite Sonia, ma très chère Sonia, restez malgré tout calme et sereine. Ainsi va la vie et il faut la prendre avec courage, sans vaciller et avec le sourire malgré tout. Signé Rosa Luxembourg. Je vous remercie.